m'enlève pour que tu vois les masters en développement international, en master en développement en affaires à l'international. Tu vois, c'est un peu un truc compliqué, qui sont là. Il y a les 2 années, première, deuxième année. Donc, je te laisse la parole. Si j'interviens, c'est pour te dire que je t'aime bien, parce que je suis ravi, mon ami, que tu aies accepté. Je préférais que ça soit une jolie fille qui me l'a dit. On en a plein, faut que tu viennes. Oui, mais tu connais mon handicap, c'est compliqué. Hein. Je sais bien, c'est pour ça que j'étais en train de leur expliquer que justement, on était dans le cas de figure que la technologie de la mobilité, bah, c'était la visio. Ouais, donc voilà. Je ne vais pas les laisser se présenter individuellement parce qu'ils sont 40. Mais voilà, je te laisse la parole, mon ami. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Et qu'est-ce que tu veux que je raconte? C'est beau. On en a parlé déjà plein de fois. Non, qu'est-ce que tu veux que je raconte, que tu racontes? Déjà, Jean-Michel, je pense que... C'est une blague. Hein. Ah bah, je dégage ça. Bon, bah écoutez, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jean-Michel Billon. Je vais faire mon truc. Combien de temps j'ai au fait? Je te laisse, vas-y pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Oh bah ça va être... Même 1 heure, allez, 1 heure, vas-y, fais ta vie. Tu sais quoi, fais ta vie. Je ne sais pas si on vous a expliqué qui je suis. Je suis le président fondateur de l'atelier de la compagnie bancaire de Paribas, qui est devenu, après le rachat de la BNP en 2001, l'atelier de BNP Paribas. Alors c'est quoi cet atelier? On l'a mis sur pied par hasard. On n'a pas décidé de le faire parce que si on avait voulu décider de le faire, dans les entreprises françaises, on n'y serait pas arrivé. Donc ça s'est fait un peu par hasard. Et cet atelier, en fait, avait plusieurs fonctions. La première, c'est de regarder tout ce qui se passe dans le monde avec les nouvelles technologies. Et en ce moment, on est un peu servi. Deuxième, c'est de faire réagir mes collègues, c'est-à-dire au même niveau hiérarchique que moi, et jamais, je vous dis ça, jamais les directions générales. Parce que les directions générales, la seule chose qui les intéresse, c'est leur compte d'exploitation de l'année et de l'année prochaine. Donc si vous arrivez, puis vous leur dites, vous savez, monsieur, on pourrait faire un test de blockchain qui va nous coûter 10 000 euros pour mettre en place du crédit à la consommation, ben, le mec, il va vous envoyer balader. Donc en fait, nous, on y est arrivé avec le Minitel, puisqu'on a mis en place le crédit télématique sur Minitel, avec le CTLM, que vous avez peut-être connu dans le temps, mais qui existe toujours d'ailleurs, mais qui ne s'appelle plus forcément CTLM. Et en fait, on a mis sur pied ce genre de bazar, qui nous a permis, alors qu'avant, si vous voulez, comment ça fonctionnait. C'est toujours intéressant de regarder les organisations, comment elles sont faites. Quand je suis arrivé à la compagnie bancaire, on faisait du crédit. Je vais prendre l'exemple du ZLM. Eh bien, on avait des accords avec des distributeurs de meubles, Darty, Conforama, etc. Et quand Madame Michu venait chez Darty pour acheter un téléviseur, elle demandait à Darty, est-ce que vous faites du crédit? Et Darty lui disait, oui, on fait du crédit avec l'offre CTLM. Venez, je vais vous prendre ce qu'il faut comme information. Donc, il notait tout ça sur un bout de papier, un dossier de crédit. Il l'a envoyé par la poste à des agences back-office qu'on avait sur le territoire. Et là, il y avait un mec à Creditman qui avait une console IBM 3270, vous savez, les gros bazars, avec des écrans verts. Et il ressaisissait l'information qui était sur le papier, en faisant des fautes d'ailleurs. Ensuite, faisait tourner des systèmes de credit scoring qu'on avait mis sur pied quelques années auparavant, et rappelait ensuite au téléphone pour dire au vendeur qui attendait la décision, savoir s'il allait vendre sa télé, si on prenait le risque sur Madame Michu ou si on ne prenait pas. Tout ça, ça prenait en gros 1 semaine. Donc le client, il l'attendait, il ne savait pas, etc. Avec la télématique, on a réduit ça à 5 minutes. Donc les vendeurs, tout le monde se disait qu'on allait se casser la gueule, mais les vendeurs qui, naturellement, étaient rémunérés par nos choix quand ils plaçaient un crédit, eh bien, ils étaient très contents de mettre ça sur pied. Aujourd'hui, on pourrait le faire en 1 seconde. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Donc on a mis ça sur pied, ensuite est arrivé l'Internet, donc il a fallu tout mettre à la poubelle, tout ce qui est télématique, et puis ensuite repartir avec un autre business model, parce que l'Internet c'est complètement différent du Minitel, et alors on a réussi à faire le passage, etc. On a même incubé, comme on dit maintenant, des startups au niveau de notre atelier. On a incubé la banque directe, donc c'était une banque sans agence. On a failli passer un accord avec PayPal, mais ça ne s'est pas fait à cause des élarques de la BNP qui sont cons comme des balais. Et donc, etc., etc.
Ensuite, quand on a été racheté par la BNP, le patron de la BNP de l'époque, M. Pebro, m'a dit un jour, on était en pleine bulle Internet, cher ami, parce que le mec il parle comme ça dans la haute sphère française, cher ami, votre Internet c'est foutu. En gros, vous n'avez plus besoin de nous. Donc ils ont essayé de me virer, ils ne sont pas arrivés, et moi j'ai continué, j'ai fait des conférences, je me suis occupé de la ville de Pau pour installer son réseau optique, etc., etc. Je suis arrivé à la retraite en 2010, donc je suis retraité, avec une retraite, bon, l'escalier, hein. J'ai été amputé d'une jambe. Alors les deux éléments ne sont pas liés. C'est pas parce qu'on m'a mis à la retraite qu'on m'a amputé la jambe, et c'est pas parce qu'on m'a amputé la jambe qu'on m'a mis à la retraite. En fait, ça sera intéressant que je vous l'explique très rapidement. D'abord, il y a eu une faute médicale, une erreur médicale, parce qu'en France, il y a environ 600 000 à 1 million d'erreurs médicales par an, qui conduisent à 30 000 décès. Vous voyez, les toubibs aujourd'hui ils n'ont pas de l'intelligence artificielle dans la tête. Et puis ensuite, il y a une très mauvaise organisation du système de français qui était en dessous de tout. On m'a conduit dans un truc où on pouvait pas m'opérer, donc j'ai attendu, on m'a conduit dans un autre truc, enfin j'ai tourné, etc. Et quand vous avez un anévrisme poplité, donc c'est l'artère sous le genou qui pète, eh ben, je peux vous dire d'abord que ça fait mal, et deuxièmement, il faut aller vite, si vous voulez garder votre jambe, naturellement. Et bien là, on n'a pas été vite, et j'ai perdu ma jambe, donc on me l'a coupée. Et quand j'ai demandé à mon chirurgien à quoi c'était dû cet anévrisme poplité, le mec il m'a répondu, c'est génétique. Donc, je vais vous parler, si on a le temps, un peu de génétique, parce que les Français, dans ce domaine-là, sont complètement à la masse. Donc, je vous annonce que vous allez mourir très probablement un de ces jours, mais politiquement correct. Vous serez politiquement correctement, alors que dans d'autres pays où on a mis en place la médecine dite prédictive, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en Estonie, etc., eh bien, le prédictif va être basé sur votre séquençage génétique, c'est-à-dire on va analyser votre génome, on va essayer de voir quels sont les gènes qui ont déconné, et on va dire à vous, madame, écoutez, votre gène BRCA1 a muté sur le chromosome 17, parce qu'on a 23 paires de chromosomes. Sur votre chromosome 17, il a muté. Et donc, quand il mute, c'est le cancer du sein, avec une probabilité de 98% dans les 18 mois qui viennent. Donc, on peut le voir avant, et donc on va pouvoir mettre en place des médicaments qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que Mme Angelina Jolie, qui a fait la même chose, s'est fait couper les seins. Donc, tout ceci est une pleine révolution, et vous êtes jeune, je crois, presque avec ce que je vois. Non, moi je suis vieux, mais eux ils sont jeunes, ouais. Bon, eh bien, vous avez du pot. Vous avez beaucoup de pot. Enfin, je pense que vous avez beaucoup de pot, parce que si j'étais à votre place, moi j'aurais beaucoup de pot, parce que vous allez vivre un changement de civilisation de l'humanité. Donc c'est dans ces changements de civilisation, il y a un bordel absolument incroyable qui va se mettre en place, que vous pouvez faire du business si vous voulez faire du business. Alors que si vous restez dans les fourches codines des énarques françaises, etc., je ne sais pas très bien ce que vous allez faire. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Et pour ce faire, excusez-moi, depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, j'ai décidé, puisque j'ai vu que ça changeait, je dois vous dire d'abord qu'en 2017, avec des copains qui ont poussé mon fauteuil roulant, je suis allé en Estonie. Pourquoi en Estonie ? Parce qu'en Estonie, il n'y a plus de papier. Tout est online. Le dossier médical, le dossier des enfants à l'école, etc., etc. Ils votent en mode blockchain, donc il n'y a plus de papier pour voter, etc. Et donc, ces braves gens estiment, c'est une population de 1 300 000 habitants, seulement 2% de fonctionnaires, ils estiment qu'ils font une économie très générale parce que gérer du papier, c'est très compliqué, c'est très bouffeur de temps, etc. Il faut le transmettre, pour le recopier sur des ordinateurs éventuellement. Et donc, ils estiment qu'ils font à peu près 2% d'économies de frais généraux par an de leur PIB. 2% de leur PIB en économie de frais généraux. 2% du PIB français, il nous arriverait de faire la même chose, mais je vous rassure tout de suite, on ne le fera pas, en tout cas pas aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros. Donc vous voyez que ça fait des chiffres absolument colossaux, mais si on fait ça, on va avoir moins de fonctionnaires, et si on a moins de fonctionnaires dans la conjoncture actuelle, ce sont des gens qui vont rejoindre les gilets jaunes.
Donc voilà pourquoi c'est tout un tas de bordel. Donc je vous disais que j'ai une chaîne de télévision que vous trouverez. Vimeo, vous connaissez Vimeo? Oui. Oui, bon, il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est déjà pas mal. Vous tapez Vimeo, espace et mon nom, BI des ALAUT, et vous allez trouver tous les enregistrements visiophoniques que je fais. Je vais essayer de vous partager ce truc-là et je vais vous le commenter. Alors, où est-ce que je suis? Partage de l'écran. Voilà. Voilà. Alors, là, vous voyez l'écran, là? Oui. Très bien. Bon, je vais essayer de le mettre en plus grand, mais je ne sais pas comment on fait. Sur la petite croix à côté de la roue dentelée, là. Voilà. Oui, mais... Attends. C'est que allô? Voilà, le temps que ça arrive avec le transfert de data, vas-y. On est en France, on n'a toujours pas de très haut débit. Hein. Ouais. Bon, enfin, On n'en parle pas maintenant, s'il te plaît. On fait du pinard, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'il y a une cuvée de Bordeaux qui sort sous le nom Bitcoin? Ah voilà. Les Français s'y mettent. Donc, Equicel que j'ai interviewé il y a 3-4 jours. Alors ça, c'est assez marrant, ce truc-là. Le marché immobilier, vous savez comment ça marche, en gros, un marché immobilier, vous allez voir des agents immobiliers, vous voulez acheter une maison, vous allez voir votre banquier, il vous faut obtenir un crédit, il faut aller voir le notaire, enfin, il y a tout un tas de bordel, ça prend des mois. Eh bien, Equicel, ça prend 15 minutes. En gros, donc ça va foutre à la poubelle des tas d'intermédiaires. Donc je vous conseille surtout de ne pas partir dans l'immobilier, en tout cas. Vous pouvez partir à brève échéance, mais on va probablement quitter dans les années. Alors, Equicel, c'est quoi? C'est un gars. Je ne sais pas si je vais essayer de l'enseigner. Juste pour comprendre, tu l'as interviewé il y a quelques jours, lui, c'est ça? Tu nous entends? Alors bon, voilà, vous le voyez là, le mec? Non, attends, voilà, ouais. Bon, alors, c'est le mec, c'est un gars d'origine algérienne d'ailleurs, et donc qui a mis sur pied une plateforme pour ce qu'on appelle tokeniser tout le marché immobilier français et européen. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le marché immobilier qui existe, vous avez des agents immobiliers, vous savez, c'est un marché absolument incroyable parce que c'est des milliards d'euros, et donc, vous avez le monde traditionnel des marchés immobiliers qui coûte, il faut rémunérer il faut rémunérer les notaires, il faut rémunérer les intermédiaires, il faut rémunérer tous ces braves gens, tout ça coûte très cher, mais ça emploie quand même des gens. Donc là, le gars, c'est ce qu'il a fait, il a dit, écoutez, il a démarré avec un très bel immeuble à Boulogne qui s'appelle l'immeuble Anna. Et l'immeuble Anna, il a été voir des notaires qui ont fait le dossier de vente, papier, et qui l'ont mis dans le fichier des hypothèques. Mais quand vous êtes dans le fichier des hypothèques, eh bien, vous avez fait une hypothèque auprès de votre banque pour acheter le bien immobilier, votre hypothèque n'est pas liquide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la vendre par petits bouts. OK? Et donc, lui, il a rajouté là-dessus, vous irez voir la vidéo parce que c'est très bien expliqué. Il faut dire que quand même, je pose quand même pas mal de bonnes questions. Hein. Parce que ça fait 40 ans que je pose toujours les mêmes questions. À quoi ça sert, comment ça marche, etc. Et donc, il a rajouté un bureau il a copié les hypothèques, mais en mode token. C'est-à-dire, en mode token, c'est-à-dire qu'il y a eu des investisseurs qui ont acheté des tokens du bien immobilier en question, mais ces tokens, il y a un marché secondaire qui est accroché au système. Donc, si vous achetez un immeuble, si vous achetez chez lui un bout d'immeuble qui est mis en vente dans sa société en token. Donc, vous achetez pour 50 € de token de l'immeuble qui se trouve à côté de chez vous, eh bien, vous êtes propriétaire, actionnaire de la société qui possède l'immeuble en token. Et donc, vous allez avoir un wallet, c'est-à-dire un porte-monnaie,
qui va vous indiquer dans votre porte-monnaie, je vais vous en montrer un autre tout à l'heure, qui va vous indiquer combien vous avez de bitcoin, de tokens, etc. dans votre porte-monnaie. Et vous pourrez participer, grâce à ce wallet, aux assemblées générales de l'immeuble. Sans aucun papier. Sans aucun papier. Sans aucun papier. Il n'y a plus de papier. Donc en fait, vous avez en France, la France est un pays très, très conservateur, très compliqué. Vous avez des énarques qui se croient le fils de Jupiter. Vous avez des lobbies. Vous avez des lobbies dans tous les sens, hein, comme partout. Ces gens-là ne veulent pas changer. Donc on fait des lois, on va élire des gens qui vont voir les lobbies pour se faire financer, donc il faut leur envoyer la balle, etc. Et à côté de ça, vous avez ce que j'appelle des disrupteurs. Donc, je vais vous en montrer, c'est ceux que j'interviewe, hein, je vais vous en montrer quelques-uns. Et ces disrupteurs sont en train de prendre la structure sociale à revers. En fait, c'est une espèce de colonne, comment dire, de cinquième colonne, qui intéresse quand même un certain nombre de Français, parce que tous les Français ne sont pas idiots, il y en a quand même qui sont intéressants et qui justement veulent utiliser ce genre de choses et ne plus aller dans les banques, ne plus aller dans les SCPI, qui sont des structures du même type mais traditionnelles, etc. Alors attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu partages ton écran avec nous? Alors attends, on a un problème de débit, je pense, quand tu lances les... Voilà, vas-y, là tu reviens. Et... je ne vais pas les lancer, là. Non, la lance pas, parce qu'on va pas, je pense qu'on n'aura pas le débit. Bah ouais, vous n'avez pas de fibre optique, on est en France. T'as de la fibre, toi? T'as de la fibre, maintenant? Non, nous, ça fait 20 ans que j'attends la fibre. On va l'avoir, mais on va avoir la fibre, mais bon, on ne va pas avoir d'opérateur. Bon. Et donc, rappelle juste, tu es dans le 78 hein, quand même. Ouais, je suis dans une visite, si ça vous dit de venir végéter dans mon coin, on a des gargotes tout à fait intéressantes. J'habite derrière le zoo de Thoiry, du côté de l'enclos des guenons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le matin, les guenons sont en chaleur, je ne sais pas pourquoi, ils n'arrêtent pas de crier. Alors le deuxième, pardon. Enlève le partage de ton écran, si tu veux bien. Je pense qu'on va regagner en débit puisque tu es en full écran. Ben oui, mais je pourrais plus vous expliquer mon truc. Ah bah explique alors, pardon, excuse-moi, vas-y. Alors là, celui-là, le bon pèlerin, que vous voyez là, vous irez voir aussi. Là, ça dure 1 heure, parce que je ne comprenais pas tout, donc je posais des tas de questions. C'est un jeune Suisse, un jeune petit Suisse, qui crée une banque 2.0, une banque aussi en token. Donc il va foutre sur la gueule aux banquiers traditionnels. C'est ce qu'il veut faire, vous irez voir, c'est remarquablement bien fait, remarquable. Morozner-Base, à côté, est une plateforme française qui décrit l'environnement d'innovation de votre entreprise, que vous soyez start-up ou que vous soyez grosse entreprise genre CAC 40. Donc vous pouvez savoir, par exemple, Alliance a des accords ou des accointances avec quel type de start-up, combien de start-up et que font ces start-up. Alliance, ensuite, vous pouvez comparer avec AXA. Donc vous voyez, vous avez une photographie, un film même, qui vous donne un peu tout ça, et tout ça est passé, et je vous le donne en mille, sur l'analyse des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand ils trouvent une start-up, ces start-up, elles publient sur Twitter, elles publient sur Facebook, elles publient sur je ne sais pas quoi, et donc il y a des liens qui se créent, parce que la start-up publie, tiens, je suis allé à la conférence du Schwab, il y avait ça, ça et ça, et donc les liens se font en intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui cherche, qui farfouille un peu dans tout ça. C'est remarquablement bien fait. Alors ici, c'est un Belge. Ouais, il y a aussi des Belges dans le cours. C'est un Belge vachement bien d'ailleurs, qui est à New York. Et lui, il a monté une plateforme qui tokenise les grands hôtels du monde. Donc là, c'est le... je ne vous montre pas parce que vous n'avez pas de débit. Là, c'est un très bel hôtel à Aspen. Donc il l'a mis en token. Et donc il en a vendu, je ne sais plus, 20% du capital en token de cet hôtel. Il en a racheté en Thaïlande, je crois. Et donc il est en train de mettre sur pied toute une mécanique qui va
en raisonnant en dollars, c'est une mécanique de l'ordre du milliard de dollars qui va être tokenisée, qui va tokeniser les hôtels. Et d'ici 6 mois, je vais pouvoir, moi, simple glandu, sans rien demander à personne, ni à l'État français, etc., acheter des tokens des hôtels dans le monde. Et donc, vous voyez tout ça, d'abord il faut que vous suiviez tout ça quasiment au jour le jour, mais je vous rassure tout de suite, vous n'avez qu'à suivre mon compte Twitter, parce que moi je le fais pour vous, et c'est gratuit. Vous verrez un peu tout ce qui se passe, c'est le début du changement de la civilisation, y compris dans l'éducation d'ailleurs. On va y venir. Crypton, c'est une start-up française, vous créez votre start-up. Alors les gens qui créent des start-up aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un exécutif summary, ils vont taper à la porte des capitaux risquards, et monsieur le capitaux risquard, j'ai besoin de 100 000 € pour créer ma start-up qui va faire papa et maman, vous allez voir, c'est vachement bien. Et là, vous avez plus besoin de le faire, vous le faites en ligne. C'est-à-dire que vous rentrez dans Crypton, si Crypton vous achète, Crypton va s'occuper de tout. Il va faire faire à l'extérieur il y a un expert comptable, des avocats, etc. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Et il va vous lancer sur sa plateforme. Et moi, je vais pouvoir acheter tout partie des sous que vous demandez. Donc là aussi, c'est un changement complet. Socios, c'est un de mes vieux potes qui, lui, se trouve à Malte, parce que Malte est très, très évolué dans le domaine de la réglementation sur les crypto-monnaies. Et alors lui, il tokenise les grands clubs de foot du monde. La Juventus, etc., etc. Et donc, il y a 3 milliards d'êtres humains sur les 7 qui existent aujourd'hui qui sont passionnés de foot. Donc en fait, ces footeux, il y a le PSG, je crois qu'il vient de rentrer, il y a la Juventus, bien les footeux vont s'acclimater de plus en plus à tout ça. Et donc ils vont laisser de côté le vieux monde pour aller vers le nouveau monde. Et pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils y ont intérêt. Parce qu'ils vont donner leur avis sur les maillots nouveaux que le club veut faire, ils pourront acheter leurs billets, donc il n'y a plus à se déplacer pour acheter des bouts de papier, vous achetez votre billet online, c'est sur tout le monde ou à peu près un smartphone d'aujourd'hui, et donc le billet sera là-dedans. Donc quand vous passez à la grille pour entrer dans le stade, vous montrez simplement votre billet, ou ça sera fait directement avec du Wi-Fi, je ne sais pas quoi. 442 ici. Là, le mec, je ne vous le montre pas parce que ça va prendre du débit. Mais le type, il a une chevelure, ça fait 6 mois 6 ans qu'il n'a pas été chez le coiffeur. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il veut disrupter le secteur du BTP. Ouais, les mecs qui font du béton, etc. Comment il fait? Eh bien, quand une entreprise crée un projet immobilier, il y a des grues, des camions, des machins, des bidules, etc. Et lui, il a mis des internets des objets un peu partout, qui en temps réel disent au type qui travaille sur ce projet et qui n'a pas mis son casque et qui va passer sous une grue, là, il va être automatiquement prévenu qu'il passe sous une grue et qu'il faudrait qu'il passe garde. Alors pourquoi ça marche? Parce que les propriétaires qui construisent cet immeuble, eh bien, si jamais il y a un accident, c'est eux qui prennent. Donc ils ne veulent pas le prendre, donc ils installent ce truc-là. Et ce gars-là veut aussi tokeniser les matériels de travaux publics. Donc les grues, vous pourrez être propriétaire d'un bout de grue, une pelleteuse, tout ce que vous voulez. Là aussi, vous irez voir. Alors DigiTap, là je suis dedans. Avec la COP, on a dit. DigiTop veut apporter l'énergie solaire sous forme solaire à 600 millions de foyers africains. Donc il n'y a pas d'EDF là, il n'y a plus de réseau filaire, et donc c'est 1 à 4 panneaux solaires qui sont installés par des gens qui s'y connaissent. Ensuite, vous voyez le petit bidule bleu là, que je vais vous montrer. Alors ça, c'est une batterie, mais en plus, dedans, il y a un serveur vidéothèque. Il y a un serveur Internet avec des services Internet, etc., etc. Donc ceci est en train de se mettre sur pied. Et en plus, ça va gérer, pour le foyer africain, ça va gérer les certificats de CO2, là. Les certificats de CO2. Et ceci, avec ça, vous gagnez un free four avec les certificats de CO2, donc DigiTop va partager
La moitié ira au foyer africain, et l'autre moitié Digitop le garde, etc. Vous allez voir, c'est assez marrant tout là. Classroom. Alors là, on arrive dans l'éducation, enfin dans une partie de l'éducation. Alors Classroom, c'est aussi un vieux pote, parce que moi, depuis 20 ans ou 30 ans que je traîne dans le milieu, je connais... s'adresse aux petites classes, aux profs des petites classes dans l'éducation nationale, et aux parents des élèves qui sont dans les petites classes. Et donc, il fait le lien entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'a fait le gamin aujourd'hui, etc., etc., etc. Et Classroom, en fait, elle doit supporter la colère de certains membres de l'éducation nationale qui voient ça d'un très mauvais œil. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils partent un peu de leur pouvoir, etc. Et en plus, Classroom, sans rien faire, est présent dans 40 pays. C'est-à-dire le bouche à oreille sur les réseaux est joué. Et donc, ils sont présents aux États-Unis, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Mersens. Alors, Mersens, c'est aussi un truc très intéressant. C'est un truc qui analyse l'air que vous respirez. Quelles sont les saloperies qu'il y a l'air que vous respirez. Et donc, ceci leur permet d'éviter, a priori, d'éviter le cancer des poumons, ou je ne sais pas. Smart Shield, c'est une start-up, je ne sais pas si elle aura un avenir ou pas, c'est une start-up qui veut lutter en temps réel contre le harcèlement sexuel ou autre. Alors, si votre patron vous pose des problèmes, vous abonnez à Smart Shield, et puis vous le dites tout de suite, il y a un truc qui part directement à un commissariat, etc. Alors, il y en a d'autres. Alors, Luco, c'est une plateforme d'assurance habitation multirisque qui fonctionne par satellite. Ils prennent des images satellitaires, vous dites où se trouve votre maison, donc ils ont des tas d'images, ils regardent votre maison, si vous êtes à côté d'un cours d'eau, d'une forêt, je ne sais pas quoi. Ensuite, ils vous proposent un devis, et vous pouvez, si vous acceptez, ils résilient votre assurance que vous avez chez AXA, etc. Ils vous font l'assurance, et en gros, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est 10 à 20% moins cher. Là, on va passer. Alors, ici, Homeloop. Par exemple, ici, Homeloop, que vous avez là, il fait du e-buying. Alors, le e-buying, c'est quoi ? Eh bien, c'est une copie, là, en fait, une start-up américaine qui s'appelle Open Door, door comme une porte. Open Door vous vend votre logement en un clic. En fait, c'est eux qui le rachètent et qui le vendent. Et donc, en fait, ça fait des économies très généreuses sur l'ensemble de la chaîne. Et eux, ils sont en train de lancer la même chose en France. Et ça s'appelle Homeloop. Alors, Ouriel, mon pote Ouriel Ourayon, c'est un Israélien qui parle le français. Donc, il vit à Tel Aviv. Et il a créé, vous irez voir sur vous regardez dans votre browser familier, vous tapez Zengo, Zengo, c'est un wallet cryptographique utilisable par monsieur et madame Michu. Il n'y a aucun hashtag, il n'y a aucun bazar, etc. Et ça fonctionne avec des trucs sécurisés quand même, hein, notamment des trucs sécurisés de type photographique, un peu comme en Chine, comme les Chinois font actuellement. Donc vous allez voir, c'est marrant tout plein. Il a déjà un accord avec le Libra de Facebook. Vous savez que Facebook, qui a d'ailleurs des petits ennuis en ce moment, voudrait lancer une monnaie Libra sur ces 2 milliards et plus d'abonnés sur de Facebook dans le monde. Donc, puisqu'on est là, les Chinois, naturellement, ils ne veulent pas se faire inféoder par Facebook. Et donc, ils ont décidé, depuis 2014, ils réfléchissent à ça depuis 2014, de créer leur propre Libra en Chine. Nous, on commence en France seulement à y réfléchir. Alors, on est toujours un peu à la bourre. C'est une constante en France. Hein. Nos élites, les Français, sont toujours un peu à la bourre. Bon, ça prend du temps, mais on verra bien. Alors ici, vous avez Medsafe. Alors Medsafe, vous savez qu'en France, là, il vous est interdit de faire votre séquençage génétique, y compris aux États-Unis. Si on l'apprend, moi je l'ai fait aux États-Unis il y a 6 ans. Et que je me soigne, mais
Je vais probablement me soigner. Vous êtes toujours là? Ouais, on t'a un peu perdu. On t'a un peu perdu parce que le partage d'écran bouffe visiblement beaucoup de bande passante, c'est ce que j'allais te dire. Bon, eh ben écoute, je vais l'arrêter. S'il te plaît, reviens juste sur le... Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je te sais très féru de la chose. Tu parlais justement de soins, de génomique. Tu parlais de... Voilà, on t'a retrouvé. Je vais enlever ça. Tu parlais de l'Estonie, du soin, de la génomique, des tokens. Et je sais que tu le connais par cœur, mais le système estonien, tu as commencé à le développer avant, ça m'intéresserait beaucoup de t'entendre, qu'ils entendent ce à quoi aujourd'hui le pays qui a été classé le plus numérique au monde, ce à quoi aujourd'hui ça correspond concrètement. Toi qui y es allé, qui l'as vu, qui le pratique. On a été reçus, on est allé une semaine avec mes copains qui ont poussé mon fauteuil roulant. On a même serré la pince à la présidente de l'Estonie. Si jamais vous la rencontrez, je vous suggère de ne pas lui serrer la main parce qu'elle a une poigne qui ferait rougir M. Trump. J'ai une bûcheronne, là. Kersika Jouzan, elle s'appelle. Et donc, on a été reçus magnifiquement. Et l'Estonie, en fait, ils ont quitté le KGB en 91 et ils ont élu des gens qui avaient une vision à 20 ans. Alors que nous, on a élu, on va dire, des gens qui n'ont aucune vision. Et donc, le premier président, il a un nom à coucher dehors, donc je ne vais pas m'en souvenir. Il a été, si je résume, en gros, il a dit c'est pas la peine de passer sur l'analogique. Donc, plus de papier. Donc, les Finlandais, comme ils n'avaient rien à l'époque, hein, ils sortaient du KGB, les Finlandais de Nokia ont essayé de leur vendre leur vieux rogaton analogique téléphonique, ils n'en ont pas voulu. Et donc, ils se sont dit nous, on va passer directement dans la prochaine étape de l'humanité, c'est-à-dire le full digital. Donc on laisse tomber l'informatique traditionnelle et on passe dans le full digital. Le full digital pour tout le monde. Donc, en fait, comment ça marche? D'abord, ils ont été chercher des Estoniens, des fonctionnaires estoniens qui sortaient du MIT aux États-Unis, ou qui avaient des PhD aux États-Unis, et ils ont rapatrié. Et c'est eux qui ont mis sous l'égide des élus estoniens, c'est eux qui ont construit ce qu'on appelle le X-Road. Le X-Road, c'est une mécanique qui, en fait, est le point d'accès d'un côté de tous les Estoniens qui arrivent avec une carte. Chaque Estonien a une carte à puce qui donne son identité. Il rentre sur le serveur central du X-Road et il demande, le dossier médical. Donc là, il parle au ministère de la Santé. Et donc, les ministères ne font pas des trucs dans leur coin. Tout est généralisé et tout a la même interface. Donc, vous irez voir le site qui s'appelle e-Estonia. Tout est expliqué, vous avez tout. Alors, nous, on a assisté effectivement à une présentation de e-Estonia dans leur showroom. Et on a été soufflés quand même quand on a vu tout ça. Mais il y a tout. Sauf que le divorce, il n'est pas encore intégré, ni l'achat de biens immobiliers. Mais ça va venir. Donc ensuite, donc tout ceci s'est mis en place. Et aujourd'hui, les Estoniens sont très contents. Environ, j'ai plus de chiffres en tête, 40 à 50% lorsqu'il y a une élection, votent en blockchain. Donc ils ne se déplacent plus dans une... Donc il y a les autres qui se déplacent pour aller... On les forme. Les papiers, on les forme en leur disant, écoutez, voilà, vous avez un ordinateur à la mairie, vous pouvez utiliser le papier si vous voulez, mais nous, ça va nous donner des coûts supplémentaires. Donc venez, on va vous montrer comment ça marche, et vous allez pouvoir voter directement. Et quand il y a un vote, le vote dure 15 jours, et pas une journée. Donc si le gars n'est pas content de son vote, il doit le changer. Etc. Et donc les Estoniens qui sont, la diaspora estonienne qui sont dans le monde, les mecs ils votent de cette façon-là. Alors que nous, les Français qui sont à New York, ils se déplacent à l'ambassade ou je ne sais quoi, pour aller voter avec du papier. Bon, chacun ses trucs. Mais bon, l'Estonie ne fait pas de pinard, donc chacun ses trucs. Donc on est allé ensuite à Tartu, qui est la deuxième ville du pays, très jolie ville. Et on a visité, à l'université de Tartu, on a visité la biobanque. Alors c'est quoi la biobanque? Dans la biobanque, vous avez... La biobanque BIO, hein? Ouais, biobanque. Pas la bio BI de ZAUT. Non, parce que là, je leur demanderais des sous.
Et donc, dans cette biobanque, il y a 52 000 Estoniens qui ont mis quelques centilitres de sang qui est conservé dans de l'azote. Et donc, il y a un scientifique qui cherche comment dire, à étudier le gène du schmoll sur l'enzyme ou je ne sais pas quoi, sur le foie, etc. Donc, ils viennent faire leurs études en prenant des prélèvements. Maintenant, ils vont beaucoup plus loin, puisque le ministère de la Santé estonien a décidé de payer à 100 000 Estoniens, donc ils n'ont rien payé, les 100 000 Estoniens, c'est l'État qui a payé, de faire le séquençage complet de leur génome avec interprétation des gènes. Ça veut dire qu'ils vont essayer de, comment dire, de repérer les process, comment se déclenche, par quel processus se déclenche telle ou telle maladie. C'est ça la médecine de demain matin. Ou même c'est plus du curatif à la française, où on attend que vous êtes malade pour vous envoyer dans un hôpital. Là, on va vous dire, écoutez, M. Billon, vous allez probablement avoir des problèmes coronariens d'ici quelques années. Donc c'est ce qu'on m'a dit il y a en 2011. Donc aujourd'hui, je suis soigné de façon traditionnelle avec des médicaments traditionnels. J'en prends une petite pastille tous les matins pour éviter des problèmes coronariens. Mais si vous aviez suivi mon compte Twitter, vous auriez appris que Google a investi il y a 3 mois dans une start-up américaine de Boston, je crois, qui s'appelle Verve Therapeutics. Verve, V-E-R-V, Therapeutics. Que fait Verve Therapeutics? Eh bien, Verve Therapeutics est en train de mettre au point un seul médicament, une seule prise, un médicament de type génétique. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez, dans la génétique, il y a une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui est partie de France, parce qu'en France, ce n'était pas possible à faire, et qui a inventé l'une des plus grandes technologies depuis le début de l'humanité, qui est les ciseaux génétiques, le CRISPR-Cas9 pour son nom scientifique. Elle l'a fait avec une autre biologiste américaine, qui s'appelle Jennifer Doudna, et ces dames, eh bien, ils ont un brevet, je crois, et ils ont mis ça sur le marché, et des gens commencent à utiliser ça, dont Verve Therapeutics. Verve Therapeutics, dans son médicament, en fait, vous le prenez une fois, donc vous l'achèterez. Alors, est-ce que ça coûtera cher ou pas? Pour l'instant, je ne sais rien. Mais de toute façon, ce type de médicament va arriver. Ça va suivre la courbe de décroissance des prix comme l'informatique. Donc, Jean-Michel, ce que tu nous dis, c'est que le séquençage de masse permet d'aller dans l'anticipation. Exact. Alors, les Chinois l'ont compris parce qu'eux, ils séquencent tout. Ils séquencent les salades, les chiens, les Tibétains. Ils veulent comprendre pourquoi un Tibétain à 5000 mètres d'altitude, il vit à peu près normalement. Les bien portants, ils séquencent aussi les bien portants. Alors, ils mettent tout ça dans des grands clouds, parce qu'un génome, c'est quelques gigas, quand même, il ne faut pas rigoler. Donc, il faut beaucoup d'informatique. Et dans ces repositories, comme ils disent, eh bien, ils vont lâcher leur intelligence artificielle. Et donc, c'est l'intelligence comme un chien de chasse, les intelligences artificielles qui vont essayer de décoder tout ce qui se passe dans tous ces génomes. Donc, il y a des bien portants, il y en a des bien portants, mais ils ont un gène qui a muté comme chez les bien portants, mais qui ne sont pas encore malades. Et donc, ils sont en train de mettre tout ça sur pied pour passer à ce qu'on appelle la médecine prédictive, et non plus curative. C'est-à-dire, on ne va plus attendre que vous tombez malade pour vous soigner, pour essayer de vous soigner. Eh bien, on va essayer de vous soigner avant de tomber malade. Le problème, c'est qu'on arrive, c'est pas encore, les médicaments pour ne pas tomber malade dans le mode prédictif ne sont pas encore là. Les Américains vont démarrer. Alors les Chinois l'ont fait. Avec un scientifique qui s'appelle Jean-Q He, qui lui a bidouillé le génome d'un fœtus humain, qui a donné naissance à 2 petites filles qui sont en pleine forme, semble-t-il. Et il a enlevé, avec le CRISPR-Cas9, il a enlevé le gène CCR5 sur le chromosome 15, parce que c'est sur ce gène-là que le virus du sida va se coller. D'accord? C'est pour ça que les gens ont le sida. Donc, s'il n'y a plus ce gène, qui est remplacé par un autre gène tout à fait inoffensif, eh bien, ces petites filles n'auront jamais le sida, enfin, a priori, n'auront jamais le sida, la peste et le choléra.
Je vous rappelle que M. Macron, il y a une semaine ou deux, à Lyon, a déclaré qu'il voudrait que les États mettent 14 milliards de dollars sur la table pour faire la même chose, pour essayer d'éradiquer le sida. Ben, moi, j'aurais mis ces millions de dollars aux gens qui savent faire, en Chine ou aux États-Unis, et on aurait Mais moi, je pense que les Chinois... Ouais, j'allais te poser la question sur cette vision chinoise, puisque en t'entendant là, on voit bien qu'il n'y a pas cette animosité qu'on peut avoir dans les médias tous les jours vis-à-vis des Chinois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, je pense que les Chinois, d'ici 10 ou 20 ans, vont éradiquer toutes les maladies du genre humain. Pourquoi? Question suivante. Pourquoi tu penses ça? Parce que justement, ils sont capables de modifier... Toutes les maladies du genre humain viennent forcément de mutations de gènes. D'accord? Donc, si tu as la possibilité d'observer un génome qui fait quand même, je ne sais plus combien, 23 000 gènes, je crois, et que tu vois qu'un certain nombre de gènes ont muté. Parce que les gènes, ils mutent. Hein, un corps humain, d'abord, ce génome, il y a la moitié vient de votre papa et l'autre moitié vient de votre maman. Donc c'est ça qui est votre operating system, que vous allez garder toute votre vie, sauf que vous avez les cellules se divisent à peu près toutes les 6 semaines, sauf les cellules du sang, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc en se divisant, le génome fait des erreurs. Alors, la plupart des erreurs, le corps est capable de les corriger, mais il y a certaines erreurs qu'il n'est pas capable de corriger. Par exemple, le gène BCR-A1 qui a muté, on n'est pas capable le corps n'est pas capable de le corriger. Donc vous avez un cancer. Et donc les Chinois, eux, ils ont très bien compris. Parce qu'en plus, en Chine, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Donc si la dictature a dit, nous allons éradiquer toutes les maladies du genre humain dans 20 ans, les gens vont le faire. Dans les démocraties, c'est un peu plus complexe parce que vous avez la loi éthique en ce moment qui est en train d'être au Parlement, etc. Mais dans la loi éthique, normalement, il y aurait dû avoir quelque chose sur la bioéthique et le séquençage génétique, et bien il n'y a rien. Donc, mesdames et messieurs, vous allez mourir politiquement correct. Attends, tu es en train de nous dire que ce qui vient de passer au Parlement, alors que la Chine, depuis 2014, se pose des questions sur la génomique, nous, dans la loi qui vient d'être votée il y a 2 jours... Non, la Chine, depuis 2014, se pose d'abord des questions sur le Bitcoin et sur le Libra. D'accord, pardon. Et la Chine, sur la génomique, elle y est depuis quand? Fais-nous peur. Elle y est depuis... le premier centre de séquençage génomique date de 1999 à Pékin. Il a été créé, c'est le Beijing Genomic Institute. C'est con que je ne peux pas rien vous montrer, là, parce qu'on n'a pas de débit. On est vraiment un peuple de demeurés. Enfin, pas ça. C'est été créé par un jeune Chinois qui s'appelle Zhuang Wang. Et donc, ils ont acheté, à l'époque, ils ne savaient pas faire des séquenceurs très haute vitesse, très haut débit, pardon. Donc, ils en ont acheté 150, je crois, à une start-up américaine qui s'appelle Illumina, qui est le leader mondial des séquenceurs génétiques. Par contre, les Chinois, depuis 2 ans, maintenant, ils fabriquent leur propre séquenceur qui va plus vite et qui coûte moins cher que ceux d'Illumina, ceux des Américains. Fais-nous peur, combien on a de séquenceurs génomiques en France? 2. Et donc, quand on est dans ce schéma-là... Et encore, on n'en est pas sûr. Pourquoi on a... D'accord. Parce que c'est un monde opaque. C'est bien ça. La démocratie représentative est un monde opaque. Et aujourd'hui, dans cette... donc, par rapport à ce qui est passé au Parlement il y a 2 jours, on a totalement omis cette notion de séquençage. On n'en parle pas. Si on n'en parle pas, ça veut dire que ça n'existe pas ou que c'est fait de manière obscure? Aujourd'hui, j'estime, enfin les spécialistes estiment qu'il y a environ 100 à 200 000 Français qui ont fait leur séquençage génétique aux États-Unis. Moi, je l'ai fait chez une société qui à l'époque appartenait à Google, qui s'appelle 23andMe, mais qui ne fait pas tout le séquençage génétique. Et j'étais le 78 millième séquencé, puisque je l'ai fait, il s'était lancé il y a 2 ans avant, je crois. Et ces gens-là, ils font du business en vendant le séquençage génétique naturellement sans mon nom à des big pharma. Et donc Glaxo, par exemple, il y a 2 ans, a racheté 5 millions de fichiers de séquençage génétique pour 300 millions de dollars. Donc tu es en train de m'expliquer qu'aujourd'hui on est en train de prendre le séquençage génomique des gens,
On est en train d'apprendre à s'en servir pour rendre la machine intelligente, pour le faire encore mieux, faire du prédictif. Ouais. Et ça, les Chinois, ils sont champions du monde là-dessus? Ouais, les Américains suivent, mais sont un peu en retard. Alors les Américains, on estime en Chine qu'il y a 10 millions de Chinois séquencés. Donc, je vous ai dit, en France, entre 100 et 200 000. Aujourd'hui, dans le monde, probablement 25 à 30 millions, aujourd'hui. Fin 2020, 25 millions. Fin 2025, 1 milliard. Donc ça veut dire que le coût du séquençage va s'effondrer. Donc vous aurez même du séquençage gratuit. Et donc tout ceci va modifier complètement les systèmes de santé. Donc, naturellement, la France est un labour. Donc derrière, tu es en train de nous dire que nous, Français, on va donner ce qu'on a de plus cher, à savoir notre génome, en termes de data, on va le sortir à des puissances étrangères, qui elles-mêmes vont réintroduire des médicaments spécifiques. Ouais, t'as tout compris. Ah, merci, c'est gentil. Et derrière, ça veut donc dire que nous, aujourd'hui, Europe, on n'est pas capable, comme on l'est sur beaucoup de domaines, de faire ce séquençage. Je croyais que la Grande-Bretagne avait commencé à faire du séquençage. Alors, la Grande-Bretagne, c'est le projet qui existe, d'ailleurs, qui a existé, enfin qui est toujours là. C'est le projet en 2014 de David Cameron, le Premier ministre, qui a monté au NHS, le NHS, qui est l'espèce de sécurité sociale anglaise, le projet 100 000 génomes. Donc aujourd'hui, tu as 11 hôpitaux, et ces 11 hôpitaux travaillent ensemble, et ils font séquencer, par exemple, des tumeurs cancéreuses, etc., de la leucémie, etc. Ils essayent de gérer tout ça, et ils ont passé un accord avec Google, si je n'ai pas de mémoire, qui a une filiale à Londres dans le deep learning. Tout ça est en train de se mettre en place. Alors, ils sont passés de 100 000 génomes, ils ont guéri une petite fille de la leucémie, si j'ai bonne mémoire, donc ils sont en train de mettre tout ça sur pied. Ça va prendre encore un certain temps, mais ils viennent de décider de passer de 100 000 personnes séquencées à 5 millions d'Anglais séquencés. Et Jean-Michel, aujourd'hui en Europe, il y a qui comme leader? Les pays du Nord, les pays de l'Est? Il y a l'Estonie, mais bon, il existe des choses, mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie éclairante comme en Chine ou aux États-Unis. C'est-à-dire, l'Europe, c'est le ventre mou du digital mondial. D'un côté, tu as les Américains avec les GAFA. Moi, je pense que Amazon, beaucoup de gens qui sont dans la salle se feront soigner par Amazon dans les années à venir. Et de l'autre côté, tu as la Chine. Alors, les deux se tapent dessus. Nous, on n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais aujourd'hui, quand on est... Alors justement, est-ce que pour toi, le gène fait partie de cette lutte sur la big data? Oui. Et aujourd'hui, si tu te projettes, comment tu vois, comment tu vois le monde, toi, aujourd'hui? Parce que je sais que tu le vois, mais comme personne d'autre ne le voit, la preuve avec tout ce que nous a montré, mais si tu te projettes, ça donne quoi? Si tu devais leur dire un truc ça donne que la société française va être gérée probablement par les GAFA, puisqu'on a foutu avec notre élite de mettre sur pied des plateformes digitales qui fonctionnent, à part les disruptifs que je vous ai montrés là tout à l'heure, qui vont peut-être faire bouger les choses. Attends, il y a quelqu'un qui... Je refuse. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a même encore des gens qui me demandent en visio. C'est dingue, à part vous. T'es un homme réputé, hein. Non mais voilà, donc toi aujourd'hui, comment tu vois ce monde entre la Chine le problème il est simple. Comme nos énarques à la con ne sont pas fichus de gérer quoi que ce soit, au niveau du digital, j'entends, eh bien, on va être géré par les GAFA ou les BATX qui arrivent. Ouais. Parce que le grand bidule là-dedans, le changement de civilisation qui est en train de se faire, mais il faut comment dire, un noyau qui va se faire. Le noyau, c'est la blockchain et les crypto-monnaies, ou le Libra, qui est un token. Donc si tout ça se met en place, par exemple, vous êtes client du Crédit Mutuel, et vous êtes aussi abonné, vous avez votre Setbook, etc. Si le Libra se lance, bien, vous aurez, sous vos yeux, vous aurez le porte-monnaie Libra. Donc vous allez voir ce qui se passe. Et sur le Libra, moi je te dis tout net, alors je ne sais pas si avec le Libra je l'aurais fait ou avec Zengo, dont je te parlais tout à l'heure, si l'atelier de la compagnie bancaire existait encore, je pense que nous aurions mis sur pied une banque mondiale from scratch.
qui est en train de se passer. Oui, mais pas nous. La BNP, ils sont cons comme des balais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, à la BNP aujourd'hui, tu l'aurais fait. Tu leur aurais dit, les gars, je vous prends la main et on y va. Non, ils ont essayé de me virer. Moi, je ne suis pas énarque, donc je suis un pauvre mec. Alors, regarde un peu ce qui s'est passé avec Fillon et son projet qu'il avait lancé de cloud souverain. Tu te souviens du cloud souverain, Fillon? Bon, nous, dans la cloud, on en a un, c'est OVH. Et qui marche bien, OVH. Ouais. D'accord? Eh bien, ils ne sont même pas allés voir OVH, et tu sais pourquoi? Parce que le gars qui a fondé OVH, c'est un fils d'émigrés polonais qui vivait à Roubaix, dans les Corées. C'est vrai. Bon, alors on ne va pas aller voir des mecs comme ça, et on est entre nous, car il ne faut pas rigoler, on va aller voir les gens intéressants avec lesquels on déjeune au Fouquet's, etc. Résultat, on a paumé là-dedans 275 millions d'euros, si je ne me mémoire, et on va remettre ça sur le tapis avec Bruno Le Maire qui veut refaire un cloud. Aujourd'hui, sur le statut de e-résident en Estonie, parce qu'on peut devenir e-résident. J'en ai pas parlé du e-résident. Moi, je suis e-résident estonien. Je peux créer chez moi ici ma start-up pour vendre des bouquins, par exemple, en Estonie, en 15 minutes. Y compris l'ouverture d'un compte bancaire. Et tu n'es pas estonien, mais tu as un statut d'estonien à distance. Oui, je suis e-résident, donc ça a été créé en 2014, je crois, par un Estonien qui s'appelle Gaspar Korjus, qui est un de mes copains, si je puis dire. En e-Estonie, actuellement, vous avez probablement 50 000 êtres humains du monde entier qui sont e-résidents. Vous en avez probablement 2 à 5 000 qui sont français. Et sur ces 2 à 5 000 qui sont français, il y en a 10 à 15% qui ont créé leur start-up en Estonie et pas en France. Donc ils espèrent en avoir 10 millions en 2025. Donc tout ça va donc ils n'ont pas à former les gens, puisque les gens sont déjà formés. Donc ils n'ont pas besoin de faire de l'immigration, et former les gens, les éduquer ou les soigner, etc. Et l'Estonie, pour eux, c'est tout bénef. Ouais. La question que je me pose, mais pourquoi on ne le fait pas? Macron est-il, ou Philippe, notre Premier ministre, est-il, ou même les présidents d'avance, sont-ils irrésidents comme Angela Merkel l'est? Mais tu rigoles, j'espère. Non, mais je pose la question, je connais la réponse, mais... Ben non, naturellement. Macron, Philippe et puis l'ex-secrétaire général du numérique, le 29 septembre 2018, ils sont allés à Tallinn. Ouais. Ils ont eu une présentation du X-Road. Ils ne sont pas devenus irrésidents. X-Road, on le rappelle, c'est l'ensemble du système numérique qui digitalise 100% de la société estonienne et qui est classé comme le meilleur système au monde. Exact. Et donc ils se répandent un peu partout. Le Bénin plonge. La Corée du Sud envisage. La Chine a des accointances. L'Allemagne, dans le dossier médical, travaille avec une start-up estonienne qui s'appelle je ne sais plus comment, mais ça va me revenir. Donc il y a plein de trucs. Moi, ce que je dis à Macron, parce qu'il paraît que je suis lu à l'Élysée, parce que dans mon wall Facebook, quand je raconte mes conneries, je mets copie Macron. Oui, toujours. Toujours, bah oui. Alors il paraît que je suis lu à l'Élysée. Naturellement, c'est pas Macron qui le met, mais il y a des mecs à l'Élysée qui de temps en temps doivent lui en faire un petit rapport. Et ben moi je dis à Macron, comment se fait-il qu'on n'a pas dealé avec les Estoniens? On aurait gagné de l'argent, on aurait gagné du temps. Et ben on ne dit pas aux Estoniens parce qu'on a nos silos, on a nos lobbies. On a Thales, on a Steria, on a Sopra, tout ça qui gagne de l'argent avec les sous de la République française et qui sont infoutus de faire quoi que ce soit. Et donc on en est toujours là. Tu finis toujours tes postes depuis quelque temps en finissant par les années 20 vont être chahutées. Alors j'adore, puisque ça nous rappelle les années 20 d'un autre siècle, mais quand tu le traduis concrètement, aujourd'hui, quand tu dis les années 20 vont être chahutées, Ouais, parce que le changement de civilisation va se faire en 10 ans. Redis ça parce que ça a coupé, s'il te plaît. Le changement de civilisation, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, va se faire dans ces 10 années-là, qui vont être très chahutées. Qu'appelles-tu concrètement changement de civilisation en quelques mots, s'il te plaît? Le changement de civilisation, on change tout. En fait, l'humanité, je rappelle quand même que les êtres humains sont apparus il y a environ 200 000 ans en Afrique de l'Est,
à cause d'un changement climatique, enfin disent les scientifiques, hein. Donc si on attend encore un autre changement climatique, peut-être que ça va nous faire changer ou nous éradiquer de la Terre, je ne sais pas. Et donc il y a 70 000 ans, on n'était pas plus de 10 000 spécimens dans le Serengeti, la vallée de l'Olduvai, etc. Tout ça, c'est des paléontologues qui nous disent ça. Bien ici, on ne sait pas pourquoi, il nous a pris l'idée d'aller voir ailleurs. Donc certains sont partis en Europe, en Afrique du Nord, d'autres en Afrique du Sud, et par le croissant, et par la Palestine et le Moyen-Orient, on s'est répandu un peu partout dans le monde. C'est comme ça qu'on a trouvé des humains en Australie, en Amérique, en Amérique du Sud, en Europe, etc. Donc en Europe, il y avait déjà des hominidés qui existaient, donc déjà des gens qui avaient... Parce que la nature a fait plusieurs essais d'hominidés. Nous, on est le dernier essai. L'essai précédent, c'était ce qu'on a appelé l'homme de Néandertal, qui était un peu fait comme nous, mais qui avait une gueule un peu dégueulasse. Et donc, il y a 30 000 ans, quand on est arrivé, les Homo sapiens, on s'appelle comme ça, sont arrivés en Europe, il y avait déjà les hommes de Néandertal. Et le problème qui s'est passé, c'est que, on ne se refait pas, vous avez des hominidés qui ont copulé avec des hommes de Néandertal. Et donc, vous avez chacun dans vos gènes 2% de gènes de Néandertaliens. D'accord. Et donc, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux très grandes révolutions. La première, il y a 10 000 ans, dans le poisson fertile, l'Irak, l'Iran, etc., entre l'Euphrate et le Tigre, on a inventé l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est la première révolution. Alors, qui a inventé ça? Il y a très peu de gens dans une population qui font de l'invention de technologie. Vraiment très très peu. Encore aujourd'hui, c'est vraiment très très peu. Et donc, les autres ont suivi. Pourquoi? C'est une question intéressante qu'il faut se poser. Parce qu'il y avait intérêt. Parce qu'avant, quand il fallait courir la campagne pour faire de la cueillette, de la chasse, etc., pour trouver des protéines au jour le jour, c'est tous les jours qu'il fallait sortir. Et bien là, les protéines, on les avait dans un garde-manger à domicile. On avait des vaches, plein de trucs, des céréales qu'on cultivait, etc. Ils étaient localement, c'était notre frigidaire, si vous voulez, local. C'est pour ça qu'on y avait intérêt, c'est pour ça que la plupart de l'humanité a plongé. Le problème, c'est que ça a mis environ 3000 ans pour arriver en Europe. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de journaux, enfin, il y avait rien. Deuxième grande révolution qu'on a fait, c'est il y a 300 ans en Angleterre, c'est la révolution industrielle dans laquelle on est encore. Et cette révolution industrielle, il y a la loi des rendements décroissants, donc le capitalisme qui s'est mis en place, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir, je sais pas, un crayon pour quelques centimes, alors que avant l'invention de l'imprimerie par M. Gutenberg, on avait des enluminures qui coûtaient la peau du derrière, et c'est Gutenberg qui a créé le premier système de diffusion d'informations avec le livre. Donc ça a donné naissance en Europe à l'année des Lumières, et puis ça a donné naissance ensuite à l'industrie, parce qu'on a pu faire des bouquins pour dire comme telle machine fonctionne comme ça, etc., etc. Donc aujourd'hui, on en est absolument. On a inventé, donc pour la révolution industrielle, on a inventé des tas de technologies qui ont convergé une vers l'autre. On a inventé le moteur à vapeur, le train, les rails, etc. Puis plus tard, le moteur à explosion qui a donné naissance à l'automobile, l'électricité, etc. Aujourd'hui, on invente aussi il y a mon chien qui va me faire tomber mes bon. Les cannes. Le chien n'a rien, c'est tout. Ouais, c'est calme. Il faudra que je retrouve mes cannes quand même. Donc, parce qu'il est beau. Qu'est-ce que vous voulez, chacun ses trucs. Hein. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plein de technologies aujourd'hui. Vous avez eu d'abord Internet, qui est le père un peu de tout ça. Vous avez eu ensuite les réseaux sociaux. Bon, l'Internet, ça a permis de démocratiser l'information tout azimut. Chacun va pouvoir dire des conneries sur Facebook ou pas, etc. Et puis arrive maintenant les tiers de confiance numériques. Donc on n'a plus besoin des tiers de confiance traditionnels, que sont les banques, les notaires, etc., qui sont nés, qu'on a dû mettre sur pied pour faire la révolution industrielle partout. Sinon on ne pouvait pas faire la révolution industrielle
partout. Il n'y avait pas que les technologies, il y avait eu les banques des produits, etc. Donc aujourd'hui, vous avez tout ça, vous avez la blockchain. Alors je vous rappelle que la blockchain est née de la crise financière de 2008. Je vous rappelle qu'il y avait des tas de liquidités dans le monde. Alors pourquoi il y a des tas de liquidités? Parce que les élus font travailler la planche à billets pour justement donner de l'argent à ceux qui en manquent ou qui en ont pas assez, et en leur disant, écoutez, la prochaine élection, vous votez pour moi. C'est pour ça que la planche à billets tourne. Donc il y a de plus en plus de liquidités, on ne sait pas quoi en foutre. Et donc aujourd'hui, vous avez des banques qui commencent à installer le taux d'intérêt négatif, parce qu'il y a trop de liquidités. Il y a trop de liquidités, donc l'État dit, écoutez, on va vendre Roissy. Donc il y a des tas de gens qui ont beaucoup de sous, qui vont acheter Roissy, et qui va sortir donc, du patrimoine français de ce domaine-là, etc. Donc en octobre 2008, ou 2009, je ne sais plus, Zigoto, ou des Zigoto, le nom était Satoshi Nakamoto, ont sorti un document de 12 pages, qui est la Bible de la blockchain et du Bitcoin. Donc aujourd'hui, la blockchain, elle est partie, rien ne va l'arrêter. Le Bitcoin, c'est un tiers de confiance numérique dont personne n'est propriétaire. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, on ne peut pas l'arrêter, puisqu'on ne sait pas qu'il faut arrêter. Il y a, je ne sais plus combien de nodes de Bitcoin dans le monde, probablement, je vais dire une connerie, donc je ne dis pas, vous irez voir. Et donc, à partir de là... Les blocs, il y en a 21 millions. Des blocs? Non, je parle des nodes. Des ordinateurs qui sont capables de gérer et de miner ce qu'on appelle du Bitcoin. Moi, dans mon ordinateur, je pourrais le faire aujourd'hui, mais je ne le fais pas parce que ça va me pomper d'abord beaucoup de mémoire et beaucoup de débit. Donc je ne le fais pas. Et donc, aujourd'hui, vous avez tout ça se met en place. Vous avez Facebook qui a annoncé le 18 juin dernier son Libra, donc ça a jeté des mois chez les Français, on ne fait pas compte que l'État français, à terme, qu'est-ce que c'est, on perd notre prérogative qui est de faire tourner la planche à billets, et maintenant c'est ces méchants américains qui arrivent. En plus, son Libra, il n'a pas que les Américains. Par exemple, Xavier Niel de Free. Et Xavier Niel, d'ailleurs, il y a une semaine, a pondu un petit article en disant le Libra, c'est vachement bien. Bon, il y a aussi Visa, Mastercard, etc., qui ont quitté la cohorte de Libra, parce qu'ils ont eu de telles pressions du gouvernement américain ou des gouvernements en général, que les mecs, ils sont sortis. Mais donc là, tu es en train de nous dire que cette révolution, qui est aujourd'hui gérée non plus par des États, mais en gros par des sociétés qui sont des GAFAM, des Natou ou des Batix, enfin même pas des Natou, plutôt les GAFAM et les Batix, aujourd'hui sont liés à un mouvement populaire et que de toute façon, cette techno, personne ne l'arrêtera. Qui est blockchain? Moi, je suis tous les jours ce qui se passe en blockchain. C'est impressionnant ce qui se passe en blockchain. Mais il n'y a pas que la blockchain. Vous avez Ethereum aussi, qui est un autre système de blockchain qui, lui, en plus, permet de créer des smart contracts. Par exemple, tu achètes ton bien immobilier, un tel bidule, on va faire un smart contract qui va dérouler le contrat de façon automatique. Donc tu vas verser ton loyer à telle date, s'il y a un problème quelconque, etc. Donc il n'y a plus besoin d'avocat. Plus besoin d'avocat, plus besoin de notaire. Plus besoin de médecin. Plus besoin de médecin, plus besoin de banque. Voilà. La caissière, on la garde ou pas? Non. Voilà. Mais tout ça, ça ne va pas se passer demain matin. Non, mais par exemple, pour conclure sur parce que je voudrais leur laisser après s'ils ont des questions, mais aujourd'hui, eux, par rapport à leur métier de demain, on sait que à peu près, on parle de métiers qui vont disparaître là. Ouais, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, et on les connaît moins, on est bien d'accord. Oui, mais il faut suivre ça au jour le jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, aujourd'hui, là, tu leur conseilles d'être quoi? Agile? D'être toujours informés? D'abord, je leur conseille de s'abonner à mon compte Twitter, de suivre ce que je raconte sur Facebook, de suivre ma chaîne de télé, et puis c'est à eux de faire leur vie, c'est pas à moi. Donc il y a des tas de trucs qui vont se passer. Il y a le revenu de base dont je n'ai pas parlé, qui va peut-être se mettre en place, je ne sais pas. Parce que si tout le monde, les robots par exemple. Moi, mon petit-fils, 7 ans, il est venu me voir l'autre jour en me disant « Papy, est-ce que tu peux me montrer des vidéos de robots ?»
Alors, je lui fais un cours sur les robots. Il a vu le dernier de Boston Dynamics, là, le gars qui fait les saltos, les bris, la brie, ouais, qui fait des tas de trucs. Le gamin était complètement S-body. Alors je lui ai dit, mais écoute, Arthur, il s'appelle Marius. Marius, est-ce que plus tard tu veux fabriquer des robots? Marius réfléchit, puis il me dit, je ne sais pas, par contre, ce que j'aimerais, c'est recréer, écoutez bien, 7 ans de gamin, recréer des dinosaures vivants. Ah bah ouais. Et ça, il peut, avec la génomique? Ouais, mais alors, pas seulement avec la génomique, mais avec la biologie synthétique. C'est-à-dire qu'on va créer des machins vivants from scratch. Et non plus que à base de biologie. Et non plus qu'un homme et une femme fassent crac-crac un soir pour avoir un autre être humain. Mais dis-moi un truc, Jean-Michel. Moi, je me souviens d'une discussion. Aujourd'hui, la Chine a sorti ses premières licornes en génomique. Et je me souviens qu'on a eu cette discussion à propos de mes enfants, de Marius et de ma fille Violette. Et on se disait, mais aujourd'hui, si les Chinois modifient génétiquement leurs enfants, comme les 2 enfants qu'on a évoqués avant, qui sont eux-mêmes génétiquement modifiés pour ne jamais attraper le sida, admettons que Marius et Violette rencontrent chacun un Chinois ou une Chinoise. En gros, ça implique quoi? Ça implique que le bébé qui va naître est génétiquement modifié. Et qu'on ne revient plus en arrière. Ça va être compliqué. Mais on pourra probablement revenir en arrière. Mais il faudra attendre. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Si tu as les 2 bébés qui sont nés, les 2 Chinoises, qui n'ont jamais... Ils grandissent, ils viennent faire leurs études en France, ils rencontrent ton gamin, ils font crac-crac-boum, etc. Le bébé qui va naître est génétiquement modifié. Alors tu vois l'imbécilité de l'élite française. De mettre des frontières. Ouais, parce qu'ils veulent interdire le séquençage génétique, mais les modifications génétiques vont passer les frontières, puisque les gens bougent. Voilà. Et donc, en termes de métier, on parlait de ceux qui vont disparaître, en termes de... Je sais que tu es quelqu'un de... Mais pour moi, tu es le modèle même de la curiosité. Mais non, mais tu sais à quel point je le pense sincèrement, mais aujourd'hui, cette curiosité, ce besoin d'accéder au savoir, est-ce que le reste du monde, est-ce que eux aujourd'hui, qui sont français, qui sont assis là, ils partent déjà avec une longueur de retard, ou est-ce que tout est permis? De façon... S'ils ne bougent pas, ils partent avec une longueur de retard. Mais d'un autre côté, tout est permis. Pourquoi? Parce que le savoir aujourd'hui est accessible pour qui veut y accéder? Ouais, et puis surtout, ils peuvent rentrer dans s'ils sont bien formés, etc., ils peuvent rentrer dans Mon Pèlerin, par exemple, la banque suisse, etc., se faire les dents là-dedans, avoir des stages chez les mecs que j'interviewe. Et donc, ma grand-mère me dit, qui était une sainte femme, me disait, quand j'étais tout gosse, elle le disait en patois ch'ti, parce que je suis un ch'ti, mais je vais vous le dire en français normal, Jean-Michel, si tu n'es pas informé, tu seras forcément le dindon de la farce. C'est une belle... J'aime bien la phrase de ta grand-mère. Bah ouais, moi aussi je l'aimais bien. D'ailleurs, le grand-père, il filait d'où d'ailleurs? Le grand-père était américain, il parlait même pas français. Donc, je vous raconterai ça un autre jour. Avec plaisir. Puisque leur tour, je vais leur demander, est-ce que quelqu'un a une question pour Jean-Michel? Benoît. Benoît qui est là. Attends, Benoît, mets-toi debout, prends le speaker, il t'entendra. Mets-toi en face de la caméra. Mets-toi en face de la caméra, là. Non, j'ai plus de questions. La caméra, elle est là. Voilà, Benoît est là. Ouais, bonjour, monsieur Benoît. Bonjour, enchanté. Déjà, merci beaucoup. Et moi, j'ai une question sur tout ce qui est génomique. Est-ce que vous n'avez pas peur des dérives qui pourraient être, par exemple, armes chimiques, mais spécialement destinées sur une seule partie de la population? Je ne sais rien. Vous savez, des armes chimiques, on en a fait à la Deuxième Guerre mondiale, le gaz moutarde. Comment vous voulez que je vous dise oui, il y aura probablement des dérives. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait une loi au coup d'heure que vous ne faites pas de loi sur la génomique que ceci ne va pas arriver. En fait, ce que Jean-Michel est en train de te dire, c'est que Skynet existe vraiment. C'est que Terminator, tu ne l'empêcheras pas. Même par la meilleure volonté du monde, tu ne l'empêcheras pas. Quelqu'un a une question pour Jean-Michel? Oui? Non? Personne n'a de question? Guillaume? Est-ce que la blockchain va être une nouvelle technologie qui révolutionnera le monde aussi? Oui. Merci. Attends, on n'a pas entendu ta question, Benoît, redis-la plus fort. Je voulais savoir si la blockchain, c'était une technologie qui révolutionnera le monde. Et il m'a dit... La réponse est oui.
Alors vous avez des États, par exemple, qui se blockchainisent. Dubaï, toute l'administration de Dubaï va être en blockchain. Et si on veut travailler en blockchain, est-ce qu'il faut qu'on parte à Malte, par exemple? Non, vous partez à Malte si vous voulez créer une start-up qui a une législation qui permet justement de faire ça. Mais par exemple, vous pourriez contacter mon copain de Socios, si ça vous intéresse, et lui demander s'il a besoin d'un stagiaire comme vous. Ouais, moi ça m'intéresse. Comment ils font pour contacter Alors, s'ils vont sur Vimeo et qu'ils voient une start-up, comment ils font? Ils cliquent sur le lien, t'as quoi en dessous des vidéos? Généralement, je ne mets pas le mail. Mais est-ce que il faut qu'il soit sur LinkedIn? Alors ça, oui, ils y sont tous, parce que c'est mon combat, mon cher ami. C'est bon. Bon, eh ben, s'ils sont sur LinkedIn, eh bien, ils cherchent Socios dans LinkedIn, ils vont trouver tous les mecs qui ont un profil LinkedIn. D'accord? C'est ça, hein. Et donc, vous envoyez un mail au type. Alors, naturellement, ils seront embauchés en deuxième ou troisième position. Le gars, probablement, qui ne va pas vous répondre. Mais vous avez une autre façon de procéder, c'est Twitter. Vous allez sur Twitter, vous faites un DM au patron de Socios, il s'appelle Alexandre, je ne sais plus comment. Donc, Alexandre, @Socios, bonjour, je m'appelle, je suis un copain de bio, je voudrais faire un stage chez vous, comment je fais? Dis donc, t'es en Vous train de... bougez le cul, les mecs. Hein. Dis-le plus fort, s'il te plaît. Je dis, il faut vous bouger le cul. Merci. Ça va dans le sens de ce que j'espère qu'ils comprennent. On a une autre question ici. Tiens, mets-toi là. Il te voit pas, regarde, mets-toi debout, n'aie pas peur. Ah, bah il y a une gentille dame, c'est bien ça. Merci pour moi, c'est gentil. Ah bon, vous êtes un mec et je vous vois pas là. Allô? Oui, alors donc je voulais vous demander, c'était sur la génomique. Je voulais savoir, j'avais vu un documentaire avec un scientifique, je ne veux pas la référence et le nom, mais qui disait que toutes les mutations génétiques, bon là artificielles je ne sais pas, mais en tout cas naturelles, étaient forcément mauvaises. On ne pouvait pas avoir une bonne mutation sur la génétique. Au début de l'humanité, il y a eu de bonnes mutations puisqu'on est là. Oui. Bon, après, ça, c'est un débat, mais en tout cas, actuellement j'avais vu un scientifique qui disait que, comme vous disiez sur les chromosomes, dès qu'on avait une mutation, ça donnait une maladie. Et donc, est-ce qu'il existe des mutations bénéfiques? Oui, enfin, probablement, je ne peux pas vous répondre, mais ces mutations sont dues généralement à l'environnement, votre environnement. Par exemple, si vous êtes dans Paris, vous respirez trop de microparticules, etc., qui vont se fixer sur les cellules de vos poumons, ça peut déclencher un cancer des poumons. Donc ça fait muter les gènes correspondants dans la cellule en question. Ouais, donc c'était justement tout le débat. Est-ce qu'il existe du coup des mutations bénéfiques? Parce que jusqu'ici, on n'en a pas trouvé, à part tout ce qui est l'histoire de la théorie de l'évolution, etc., mais depuis... si vous n'êtes pas malade, a priori, vos gènes, ils sont tout bons. Hein. Okay. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai parlé des Chinois, c'est que le jeune Chinois dont je vous parlais tout à l'heure, qui a créé le BGI, il a revendu, enfin je ne sais pas ce qu'il a fait, il a créé une autre start-up, il s'appelle iCarbonix. iCarbonix, comme ça se prononce. Et cette start-up est la première start-up licorne au monde dans la e-santé. 9 mois après son incorporation, elle a été valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et ces braves gens veulent gérer, vous le dites tout net, hein, ils veulent gérer en médecine prédictive, donc séquençage et tout le bazar, 100 millions d'êtres humains. Donc, vous voyez, le système de santé français, bon, on ne sait pas très bien que ça va devenir. Et ces gars-là, tout le monde s'en fout d'ailleurs en Europe, mais ils viennent de s'installer à Malte. Donc Jean-Michel, ce que tu es en train de nous dire, c'est pas de la science-fiction, c'est en train d'arriver. Ouais, donc c'est pour attaquer l'Europe. Marois? Bonsoir. Bonsoir. Ah bah dis donc, il y avait beaucoup de jolies filles, pourquoi tu me l'as caché? Mais moi je fais les choses dans l'ordre. Hein. Déjà je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie. J'avais une question, mais du coup hors génomique, j'aimerais savoir, parce que vous êtes en train de nous dire que la France elle est en retard sur quasi tous les sujets. Oui. C'est une question... donc je suis curieuse de savoir la réponse. Comment vous expliquez justement ce retard? Est-ce de la censure?
Est-ce tout simplement l'incompétence? Voilà, j'aimerais vraiment savoir. C'est dû à nos élites traditionnelles, c'est dû à nos énarques qui ont une formation littéraire, politique, etc. et rien en numérique. Et donc c'est eux qui tiennent les rênes de l'État. Vous avez des hauts fonctionnaires qui sont généralement des directeurs de cabinet des ministres qui, eux, sont a priori élus. Et donc ces gens-là voient ça d'un très mauvais œil. Et donc, en plus, ils sont infoutus de monter des plateformes numériques qui marchent. Vous avez par exemple, quand il y a eu les attentats de Nice, le ministère de l'Intérieur a créé une plateforme pour prévention, pour prévenir les risques d'attentats qui s'appelle le BSAIP. Le SAIP, je crois. C'est ça. On a mis, je ne sais plus, 100 millions d'euros là-dedans, mais ça n'a jamais marché. En fait, ils ont prévenu des attentats, mais le lendemain. C'est vrai, je me souviens. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez, démerdez-vous avec Twitter. C'est ça, la France. Il y avait Twitter et il y avait Facebook qui décrétaient le safe, le fameux I'm safe, lors des attentats, qui a supplanté le système national qu'il n'avait même jamais anticipé qu'un réseau social pouvait le faire. Donc, la première chose à faire, c'est de vous informer tout le temps. Tout le temps. Qui fait quoi, et au jour le jour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, Guillaume a une question. Bonsoir. Salut. Non, mais c'est un mec, t'inquiète, c'est gentil. On a parlé beaucoup de plein de technologies qui sont assez énergivores, dont la blockchain. L'énergie, vous en pensez quoi par rapport à tout ça? Rien. Non, je blague. Aujourd'hui, la blockchain, ça prend beaucoup d'énergie, ça c'est vrai, mais il va y avoir d'autres blockchains qui arrivent. Et lundi prochain, je vais interviewer un gars qui travaille avec une autre blockchain qui s'appelle Tezos. T-E-Z-O-S. Donc Tezos, en fait, c'est des Français, mais ils ont créé leur fondation en Suisse il y a 3 ou 4 ans. Ils ont levé, je ne sais plus, 30 millions de dollars à l'époque. Et donc cette société qui s'appelle Nomadic Labs met sur pied une autre blockchain beaucoup plus évoluée, moins énergivore, et qui va accepter des milliers de transactions secondes. Alors qu'aujourd'hui, la blockchain et Bitcoin ne permet que 7 transactions secondes. D'accord? Donc tu es en train de dire que la techno évolue, elle va être moins énergivore par rapport à la grille qu'on a actuellement. Et vous pourrez changer de blockchain, j'allais dire, en temps réel. Vous avez une start-up au Japon, par exemple, qui s'appelle Bexam, B-E-X-A-M. Ils sont en train de mettre quelque chose au point de ce truc-là. Allez voir les white papers, parce que dans tout ce qui est ces trucs-là, il faut aller lire les white papers. Les gars, ils éditent des white papers, bon, ça fait 40 pages, il faut les lire, mais c'est vachement bien. Et Bexam, eux, c'est 40 millions de transactions secondes. Vos banquiers à la con, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Réponse, ils viennent pas les banquiers? Les banquiers, ils sont morts. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un ministre de l'économie qui, en gros, en lutte. C'est le village d'Astérix, là, que tu nous défends. Ouais, nous on est le village d'Astérix, mais on va être bouffé par le village mondial. Ouais. On a beau faire des réglementations, des lois, etc. C'est comme la ligne Maginot pour la Deuxième Guerre mondiale. Hein, l'élite de l'époque disait on va construire une forteresse, une ligne Maginot sur je ne sais plus combien de kilomètres, et comme ça les Allemands ils passeront pas. Et du coup, les Allemands qui étaient plus évolués qu'eux, malgré le fait que ce soit Hitler, d'abord ils ont fait des autoroutes. Alors que nous, les premières autoroutes qu'on a eues, et après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc sur ces autoroutes, Hitler a fait passer ses panzers qui nous ont débordés par le nord. Donc la ligne Maginot, ça va arriver. En gros, aujourd'hui, on est au même stade d'un point de vue digital. Ouais, parce qu'on met en place des réglementations les plus bizarres, mais que les Français... Et même le principal, acteur, le principal... je sais pas, c'est pas le mot que je cherchais. Les principaux personnages en France qui vont déplomber tout ça, c'est certains Français. C'est des Français évolués, parce qu'on en a quand même,
qui vont le faire soigner par Amazon ou je ne sais qui, ou qui vont se faire séquencer aux États-Unis, sans bouger de chez eux d'ailleurs. Et c'est eux qui vont bouger le bazar. C'est la 5e colonne allemande, quoi, l'équivalent d'une 5e colonne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de programme. J'entendais l'autre jour Xavier Niel expliquer que, bon, lui, il avait développé des codeurs. D'un point de vue du raisonnement intellectuel, qu'aujourd'hui, ce qu'il nous fallait, c'est des gens qui maîtrisent les mathématiques pour faire des algorithmes. C'est son nouveau projet à Xavier. Et il expliquait ça, alors moi ça m'a scotché, mais quand aujourd'hui on parle d'éducation, parce que là tu les vois, là, ils sont mignons, ils sont gentils, les maths c'est pas trop leur truc, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'ils doivent apprendre et revoir, est-ce qu'aujourd'hui, de savoir résoudre des problèmes complexes, il faudra de toute façon toujours savoir le faire? Il y a des gens qui sont formés pour ça, je pense aux ingénieurs, aux techniciens, ou je ne sais quoi. Non, eux, il faut qu'ils trouvent leur voie, en fonction de ce qu'ils ont comme background. Il faut qu'ils se tiennent informés de ce qui se passe. Il faut qu'ils fassent des stages dans des boîtes ad hoc, si possible pas dans des vieux machins. Il faut qu'ils aillent, s'ils parlent anglais, il faut qu'ils aillent se donner. Alors, par exemple, moi je suis dans une start-up, je ne sais pas, vous n'en avez pas parlé, qui est dans la disruption des langues. Très bien, je voulais t'en parler après, vas-y, explique. Dans 3 à 5 ans, là-dedans, vous aurez mon petit-fils dont je vous parlais tout à l'heure, il va pouvoir discuter avec un Chinois sans connaître le chinois. Et le Chinois va pouvoir discuter avec lui sans connaître le français. Ça existe déjà. Non, c'est pas l'espéranto. C'est l'intelligence artificielle. Vous parlez en français, l'intelligence artificielle traduit tout ça en chinois et l'envoie sur le smartphone du chinois. Temps réel. Temps réel en instantané. Ouais. Le chinois répond au chinois, il vous l'envoie sur votre smartphone en français. Toi, tu es dans cette start-up, hein, c'est ça? Ouais, il s'appelle MediaWen. MediaWen, exact. Ouais, On aura son hologramme qui va être là. Oui, et puis on espère avoir ton hologramme quand même bientôt là. Qu'est-ce que tu dis, pardon, j'ai pas compris. On aimerait bientôt on aura ton hologramme ainsi devant nous. Ouais, mais ça existe. Microsoft a monté des trucs faramineux dans ce domaine, mais à mon avis, d'abord, il faudra des débits très importants, enfin, je suppose très importants. Il faudra probablement aussi de l'informatique quantique. Ouais. On commence à en parler un petit peu. Et donc, là, vous allez... Le quantique, d'après ce que dit Google, aujourd'hui, vous voulez résoudre un problème très important, enfin, un problème compliqué. Avec de l'informatique traditionnelle, ça va vous prendre 100 000 ans, par exemple. En quantique, ça vous prend 12 secondes. Une question? Bonjour. Ouais, salut. Comment allez-vous? Je vais plutôt pas mal, et vous? Super. Alors, j'ai une petite question par rapport à la blockchain. Est-ce que vous pensez que la France va réussir à rattraper son retard un jour en termes de blockchain? Et si oui, comment? Elle va le rattraper après tout le monde. Comment? On le rattrapera après tout le monde. Après tout le monde. Bah ouais. Et j'ai une autre question par rapport à la génomique. Donc vous êtes intéressé à la génomique par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si par exemple une personne de la classe, ça lui arrive, est-ce que vous pensez que par rapport à la génomique, elle pourra retrouver sa jambe? Non, ma jambe, moi j'ai une prothèse. D'accord. Ma jambe, en biologie, ma jambe, je ne vais pas la retrouver avant un certain nombre d'années, si je suis encore sur cette terre, naturellement. Et donc j'ai une prothèse qui n'est pas bionique, mais j'ai un genou électronique. Donc j'ai un genou, si vous voulez, l'être humain, quand il est debout, plus de 50% de ce poids repose sur le talon. D'accord? Quand vous passez le pas, plus de 50% du... Donc le genou bloque la prothèse. Donc je ne peux pas tomber la tête en avant. Quand vous passez le pas, le 50% du poids repose sur les orteils. Là, vous avez à l'Internet des objets, si je puis dire, un senseur à l'intérieur du genou qui calcule où se trouve le poids 50 fois par seconde. Et donc, il débloque, quand vous passez le pas, là, et que le poids repose sur les orteils, il débloque le genou. Et donc, vous marchez, vous avez l'impression de marcher à peu près normalement. Donc, aux États-Unis, vous avez un prof qui s'appelle R-H-E-2-R, qui lui n'a plus de jambes. Et lui, il a fait des jambes bioniques connectées au cerveau.
Mais c'est des robots. D'accord. Vas-y, vas-y. Benoît, encore une question. Oui, j'ai encore une question. Est-ce que vous Ouais, pensez... bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que ce qui fera évoluer l'homme, ce sera le biohacking ou le transhumanisme? Écoutez, le transhumanisme, on en parle pas mal. Toute la Silicon Valley est transhumaniste parce que les mecs ne veulent pas mourir. Oui, je sais. Ça, c'est le premier point. Vous avez en France un type, il s'appelle Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, qui a écrit plusieurs bouquins et qui avait créé Doctissimo en son temps, qu'il a revendu à bon prix à monsieur, au jeune Lagardère. Et il est parti en Belgique où il a racheté une boîte de séquençage génétique qui s'appelle DNA Vision. Et donc, je le connais, j'avais acheté son bouquin. Le premier bouquin qu'il a publié, c'est La mort de la mort. Donc c'est très intéressant à lire. Donc je l'avais rencontré dans une conférence où j'avais pu aller. On avait discuté le bout de là, il m'a dédicacé ce bouquin et il m'a dit que mes petits-fils, 11 ans, 7 ans, 3 ans, avaient une espérance de vie d'au moins 500 ans. 500? Ouais, 500. Et moi je voudrais vivre 500 ans pour savoir si dans 500 ans, l'ENA est encore là. Aujourd'hui, pour toi, Jean-Michel, cette structuration d'État qu'on a, hein, on parle souvent tous les deux de ces Gaulois, de cette Serfa-nation. Hein, Ouais, la circulation, ouais. Ouais, Dans 11 ans. Bah, vas-y, je te laisse 2 secondes là-dessus, vas-y, mais voilà, on en est là quand même aujourd'hui. Encore 5 minutes. Bah ouais, en fait, on nous bourre le mou avec la Startup Nation, avec la Blockchain Nation, mais on est d'abord la Serfa Nation. Je rappelle que si vous voulez prendre contact pour je ne sais quel problème avec votre administration, vous avez à votre disposition 2000 documents, 2000 formulaires Serfa. Et 2000 formulaires Serfa, ben, il faut télécharger le formulaire Serfa. Généralement, il faut l'imprimer, il faut le remplir à la main, il faut ensuite le scanner, l'envoyer à l'administration ad hoc. Ça, je l'ai vécu avec les maisons des handicapés des îlots. Et puis, il l'envoyer en lettre commandée, mais sinon, ça peut se perdre, etc. Donc, tant que vous aurez ça, vous n'irez pas loin. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je vais terminer là-dessus, parce que dans 5 minutes, tu sais, nous, on n'a pas rempli le bon Serfa, donc on est obligé de fermer. Et moi, je suis obligé. Moi, Madame Bio m'a servi les croquettes comme pour le chien, donc elle m'attend. Oui, on l'a vu passer avant Madame Billot, donc tu l'embrasseras de ma part, et on l'a vu passer d'un œil approbateur, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est un problème, on entend souvent parler d'inclusion, etc., mais est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership, est-ce que ça tient à des hommes et à des femmes de faire littéralement changer les choses? Oui. Et que à ça, principalement? Ben oui, si vous, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur Facebook, vous vous abonnez au Libra, vous utilisez Libra, vous changez le monde. Donc ils ont entre leurs mains, au bout de leurs doigts, avec leur smartphone, de quoi changer le monde. Exact. Magnifique. Bon. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Billot, mon cher ami, je te remercie 1000 fois pour tout ça. On aurait pu passer, je pense, 4 heures, 6 heures, 2 semaines ensemble. Vous avez noté qu'il vous tend la perche sur toutes les startups. Il en a dans le monde entier. En fait, sur son truc, le soleil ne se couche jamais. Il vous laisse l'opportunité. Sur le bio show, le soleil ne se couche jamais. Tu vois, elle est belle cette phrase. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, je te la donne. C'est pour moi, c'est cadeau. Merci, monsieur. Il vous laisse la possibilité, voilà, vous pouvez vous recommander quand vous faites du Twitter, allez chercher par ces outils. Je vous ai imposé d'avoir des LinkedIn. Je vous impose d'y aller. En gros, ce qu'il est en train de vous dire, si je ne me trompe pas, le monde leur appartient, n'est-ce pas? À qui? À eux? Bah oui, forcément, puisque ça va être les Français qui vont prendre notre chute. Et donc, s'ils n'ont pas la vision du monde qu'il faut, bah, ils vont devenir des gilets jaunes. Allez, j'en ai déjà, tu sais, attends, elle va pas sur ce sujet, je me barre. Jean-Michel, je te remercie 1000 fois. On leur fera sûrement un, parce que on a des tas de sujets. Sit down. On a des tas de sujets à voir. En tout cas, merci. Mon ami. Mais moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre école, mais moi, je leur mettrai un devoir sur table.
Tu leur mettrais quoi, pardon? Je leur demanderais de faire un devoir sur table chez eux ou je ne sais pas. Dites-moi en 10 ou 20 pages, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe dans la logistique dans le monde? Ah, ça tombe bien, puisqu'ils se travaillent dans la logistique pour beaucoup d'entre eux, c'est une très bonne idée. Bah voilà, savez-vous que le port de Shanghai, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans le port. Tout est fait de façon automatique en intelligence artificielle. Donc il faut repérer toutes les startups qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'elles font. Enfin, moi, si j'étais prof dans ton école ou à HEC ou à Polytechnique, c'est ce que je ferais. Devoir sur table, dites-moi ce qui se passe dans le... Par exemple, on n'a pas parlé du foot 2.0. Oui. Bon, le foot 2.0 est en train de se mettre en place. Donc on va probablement, dans les années à venir, arrêter l'élevage, qu'on a mis des milliers d'années à mettre sur pied, pour cultiver des steaks avec des cellules souches de vaches en laboratoire, ou faire du plant-based, par exemple, etc. Faites-moi, moi, si j'avais du temps à faire, et puis si j'avais un sponsor, je ne sais pas, il y a peut-être des fils de riches dans la salle, là, je recréerais une partie de l'atelier de la compagnie bancaire et j'éditerais 40 bouquins par an. 40 bouquins. Ouais, je prends 5 secteurs d'activité, l'éducation, la logistique, l'entertainment, le cinéma, la musique. Qu'est-ce qui se passe dans la musique dans le monde? Moi, j'ai un copain, il veut disrupter la SACEM. Vous vous rendez compte? Eh ben, encore un CERFA. Ouais. Jean-Michel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Jean-Michel, c'est une très bonne suggestion. Jean-Michel, merci. Merci du fond du cœur. Bon courage et bonne chance dans le futur. Ça marche.